Bonjour les amis, je suis trop content aujourd'hui. On va passer un moment incroyable. J'ai deux amis de moi, en la personne de Barbara de la Cruz. Je me Bonjour. dirais comment on prononce pour bien prononcer Barbara et Christelle Eugène qui est une habituée. Euh, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout à fait passionnant parce que je pense que c'est vraiment une problématique qui intéresse bon nombre d'entrepreneurs et notamment les entrepreneurs en herbe. C'est comment on fait pour intégrer des compétences, les compétences nécessaires à son business quand on vise un business dans lequel on ne connaît qu'une partie ou qu'une infime partie des compétences. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de se lancer sur un business dans lequel on ne connaît rien? Comment on fait pour monter en compétences? Est-ce que c'est un obstacle? Voilà. Donc, on va adresser ça. Et en plus, j'ai les invités parfaites pour traiter de ce sujet parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites en tant qu'entrepreneur, ça n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Donc, on va s'amuser. Alors, avant de vous donner la parole, je voulais, pour ceux qui sont connectés, vous dire que vous avez la possibilité de nous faire les petits coucous dans le chat. Vous avez la possibilité de nous poser des questions dans l'onglet questions. Et puis, c'est à peu près tout. Vous aurez un webinaire. On avait pratiquement une centaine d'inscrits. Donc, comme d'habitude, il y en a certains qui ne se sont pas réveillés, mais vous aurez la possibilité de revoir le replay. Et c'est le cas aussi pour ceux qui sont connectés. Merci d'être là. Et vous aurez également le replay en fin de webinaire. Bon, allez, je me tais et je passe tout de suite la parole à Christelle. Christelle, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, nous parler de ton entreprise, de nous donner le nom de ton entreprise, nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui. Alors, ne nous dévoile pas tout de suite ce que tu faisais avant, mais déjà ce que tu fais aujourd'hui en deux petites minutes. Et puis après, Barbara, ce sera à ton tour. Alors, bonjour à toutes, à tous. Bonjour Barbara et bonjour Manuel. Euh, Vous m'entendez? Au top. Pratiquement, ouais. Ouais. Ok, parfait. Parce que ça me dit que mon micro est coupé, donc n'hésitez pas, si jamais ça passe pas, à me faire des grands signes. OK. Alors, Christelle, je suis aujourd'hui la gérante de Carambole Tour Martinique qui propose des excursions gourmandes en minibus. Le concept est très simple. Il consiste à découvrir l'île tranquillement en se faisant conduire et en dégustant des produits locaux à chaque étape. Donc, il y a des étapes gourmandes. Donc, voilà, histoire, dégustation, le fun, tout ça en quelques heures avec ma personne. Voilà. Génial, dingue. Merci pour cette précision, concision et pertinence dans ton propos, Barbara. Dis-nous tout. Alors, ton micro est coupé, du coup. Pour toi, pour le coup. Oui, ça, c'est le réflexe à avoir. Bonjour à tous, c'était super. Je te disais, Christelle, cette présentation. Du coup, voilà, Barbara de la Cruz, j'ai une agence digitale. Donc, j'aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux leviers digitaux, donc site internet, applications, stratégies, euh, et tout ce qui va concerner le digital de ce côté-là. Je suis également, à mes heures perdues, créatrice de contenu. Donc, je fais un petit peu de contenu sur YouTube, sur blog, enfin là où j'ai un petit peu envie, le jour où je le fais, ce qui est pas très bien pour les marketeurs en général. Et puis, j'ai une parapharmacie en ligne que j'ai lancée récemment qui s'appelle Atout Beauté. Donc voilà, qui rentre aussi dans notre thème puisque c'est du médical. Voilà. Génial. Bon, ben dingue. Alors, vous avez compris, on va vraiment s'amuser. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, moi, j'en ai plein, donc si vous n'avez pas de questions, vous inquiétez pas. Moi, j'ai un sac plein de questions. Mais voilà, si vous voulez, pour ceux qui sont connectés, poser vos questions, n'hésitez pas. Alors, ben, ma première question, elle est hyper simple. Du coup, Christelle et Barbara, vous avez présenté ce que vous faites aujourd'hui. Du coup, Christelle et Barbara, donc Christelle d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faisiez avant pour qu'on se rende bien compte que vous avez finalement basculé dans l'entrepreneuriat, mais que vous avez en plus complexifié la chose parce que vous êtes parti sur des domaines différents de ce que vous faisiez dans le monde salarial. Voilà, donc techniquement, je suis aujourd'hui gestionnaire de transport, mais auparavant, je travaillais pour l'éducation nationale en tant que prof d'anglais, essentiellement en collège et beaucoup en lycée, voilà, pendant 10 ans, pile. Cool. Barbara, qu'en est-il pour toi? Alors moi, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats, parce qu'à la base, je voulais être avocate. Mon truc, c'était le droit. J'ai fait des années de droit. Euh, et puis finalement, au fur et à mesure de mon parcours,
J'ai en parallèle fait des études de marketing. Je me suis rendu compte que finalement, mon truc, c'était plus créer, c'était plus ne pas être trop stressé et tout ça, même si on a un stress différent. Et du coup, je me suis vite redirigée ensuite vers le marketing. Et voilà. Génial, ok. Alors, c'est dingue. Donc, même si on va pas y passer trop de temps, c'est quand même intéressant de comprendre comment le projet que vous défendez aujourd'hui, alors pour le coup, toi, Barbara, tu en as plusieurs, mais on va imaginer qu'on va d'abord partir sur le projet d'agence. Comment ce projet vous a happé, comment il vous a rencontré? Est-ce que c'est… voilà, comment ça se passe? Vous êtes dans ce monde salarial et vous imaginez un projet, il vous happe, je ne sais pas si c'est dans votre nuit, dans votre enfance, enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il vous attrape et vous décidez qu'il va falloir se lancer sur quelque chose en plus où potentiellement, vous n'avez pas encore, en tout cas à ce moment-là, précisément les compétences. Barbara, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Moi, franchement, c'était une passion que j'ai refoulée. C'est-à-dire, dès l'âge de 15 ans, moi, j'ai commencé à pirater Photoshop. J'ai commencé à apprendre un petit peu de Photoshop, tout ça. Quand je suis partie faire mes études de droit, ensuite à Lyon, j'avais besoin d'argent comme tous les étudiants et justement comme je savais utiliser Photoshop, comme je savais utiliser plein d'outils que personne ne savait trop utiliser à l'époque, eh bien j'ai commencé à faire du freelancing et à vendre mes services. Et du coup, j'ai continué quand même mes études de droit. Ensuite, j'ai commencé à faire le marketing et tout ça. Et en allant travailler au cabinet d'avocat, ben, j'avais toujours mes clients de quand j'étais étudiante qui me disaient Barbara, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, nanana. Et puis de fil en aiguille, ben, j'ai continué à faire ça. Et j'ai lancé une agence spécialisée en design qui s'appelait Genius Création. Et où on faisait que du design. Donc, vous aviez besoin d'un logo, une plaquette, un machin. On faisait que ça. Et puis, au fur et à mesure, étant donné que j'ai commencé à avoir des collaborateurs, puisque je ne pouvais pas gérer toute seule, être au cabinet en même temps, en fait, je me suis un petit peu formée à la gestion de projet. Là, je me suis formée complètement en ligne. J'ai utilisé Open Classroom, YouTube, un peu comme tout le monde, j'ai cherché partout sur le net. Et du coup, je me suis formée en même temps que je faisais le marketing, parce que même si on fait du marketing, le marketing, ça va être plus pour la stratégie. Et là, pour la gestion de projet, ben, c'est d'autres compétences. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment pourquoi j'ai fait les deux en même temps, enfin les trois, du coup. Et du coup, j'ai fait un petit peu de gestion de projet. Et puis voilà, un petit pas que mes clients commencent à me demander des sites internet. Je veux des sites, je veux des sites. Et du coup, il a fallu aussi que je me forme dans cette gestion de projet, ben, du coup, web. Et là, j'ai appris HTML, CSS3, et c'est plus ou moins comme ça que j'ai gravi les échelons jusqu'à créer mon agence d'aujourd'hui. Ok, dingue. Super, on va revenir évidemment sur tout ce que tu as dit, puisque c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Christelle, toi, comment ce projet t'a happé est-ce que c'est finalement… Ouais, dis-moi. Et j'aime beaucoup happer, c'est vraiment ça. C'est pour le coup du jour au lendemain. Parce que j'étais persuadée que j'allais être prof toute ma vie, vraiment, jusqu'à la veille. Donc, la veille de la rentrée en 2014, je suis allée danser. Je suis rentrée chez moi, fatiguée. Et je suis allée faire la rentrée avec mes collègues. Et en ressortant de là, je me suis dit que c'était ma dernière rentrée. Mais sans savoir du tout ce que j'allais faire. C'est un projet qui est venu en quelques jours, mais de façon très, très claire. Donc, je ne saurais pas expliquer ce qui m'a amené vers ça en particulier. Mais une bonne danse, le fait d'avoir bien dansé, c'est ça, c'est la danse. Probablement, je vais remercier Tania Savan qui chantait. Mais voilà, c'est venu comme ça et je me suis dit que c'était une belle boucle à boucler, 10 ans dans l'enseignement, pour pouvoir faire quelque chose de totalement différent. Alors, pour introduire aussi le sujet, j'étais prof d'anglais, prof principal d'une classe d'examen, des premiers S en l'occurrence. Et je faisais beaucoup de projets avec mes élèves. On partait tous les 3-4 mois à l'étranger pour un projet européen. Donc, c'était très exigeant et en même temps, il fallait donc que je me forme. Il a fallu allier les deux pour pouvoir
pour pouvoir réussir le projet et faire une transition la plus fluide que possible entre l'ancien et le nouveau. Ok, excellent. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, et je pense qu'il faut qu'on le dise tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes des entrepreneurs confirmés. Quand j'entends par confirmé, c'est que vous avez passé les 2 ans, d'entrepreneuriat où on sait qu'il y a plus de 50% des entreprises qui disparaissent. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que souvent, quand on a passé ce cap, on oublie complètement l'état psychologique dans lequel on était quand on s'est lancé. Et c'est très intéressant le propos de Barbara parce que tout de suite, elle s'est mise à nous parler de compétences techniques. Mais il y a tellement de compétences qui sont nécessaires pour devenir entrepreneur que j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul, de hauteur, essayer de revenir à cet état original où vous dites que vous faites le saut, que vous faites le grand saut vers cette aventure entrepreneuriale. Parce que finalement, déjà, devenir entrepreneur, ça veut dire qu'on va créer une entreprise, alors qu'on a toujours été salarié. Alors, je ne sais pas si vous êtes fille de chef d'entreprise. Est-ce que vous aviez déjà le sang de l'entrepreneuriat qui coulait dans vos veines ou pas du tout? Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, moi, avant qu'on parle vraiment des compétences nécessaires pour votre métier, ce que j'appellerais vraiment les compétences techniques, c'est comment déjà vous avez abordé cette transition vers l'entrepreneuriat pour déjà se dire les compétences de base pour créer une entreprise. Comment vous avez abordé ça? Vous l'avez fait seul, accompagné? Voilà. Alors, Barbara rigole. Alors, moi, je l'ai fait seule. Aujourd'hui, je fais différemment des fois pour d'autres projets que j'ai où je me fais accompagner parce que c'était la cata. C'était la cata, je ne vais pas mentir. Je suis passée par des phases, c'était vraiment l'ascenseur. Les montagnes russes, ouais. Je pense que même aujourd'hui, en tant que, même si on est confirmé, entre guillemets, pour moi, on n'est jamais confirmé, on apprend tout le temps. Et même aujourd'hui, je pense que des fois, je me dis, mais Barbara, pourquoi tu continues? Pourquoi tu fais ça? Je me rappelle de mes objectifs, de ce que j'aime faire, de pourquoi j'ai commencé. Et c'est ce qui fait tenir sur le long terme. Mais au début, c'était complètement le fouillis. En fait, j'ai fait plein d'erreurs. Premièrement, des erreurs commercial parce que j'étais pas forcément très douée sur le côté commercial, même si on fait du marketing, on fait pas de la vente. Pour moi, c'est deux choses différentes, le marketing et la vente. Donc du coup, au niveau de la vente, je faisais plein d'erreurs quand je voyais les clients, soit j'en disais trop, pas assez, ou bien j'arrivais pas à développer exactement ce que je faisais. Au niveau de lorsque j'ai commencé avoir des collaborateurs aussi, soit j'étais trop flexible, pas assez flexible, ou peut-être que je ne les accompagnais pas comme il fallait au début. Quoi d'autre? Plus dans le début, alors dans le tout début, oui, le manque d'argent. Donc, il faut savoir que moi, j'avais 1 000 € quand j'ai commencé, puisque je me suis dit, je ne mets pas plus de 1 000 € dans ça. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Je ne veux pas... Ah, quelqu'un n'a pas de son pour moi. Non, mais on t'entend. Ok, donc c'est que ça. Ok. Du coup, moi, je me suis lancée avec 1 000 € et je me suis dit, il faut que ça marche avec 1 000 € parce que je ne vais pas mettre tous mes œufs dans un même panier. Et du coup, très vite, je me suis vue dans la limite en me disant, est-ce que je vais devoir augmenter ou est-ce que je vais aller vraiment devoir chercher des clients? Parce que pour moi, c'était ça le plus gros, chercher des clients. C'est la chose que je n'ai jamais aimé faire. Et du coup, je me suis dit, OK, Barbara, tu ne sais pas faire. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ce que tu sais faire. Et les clients, j'espère, viendront à moi. Et du coup, je me suis focalisée sur ce que je savais faire, sur mon travail. Et du coup, j'ai eu des clients qui sont venus à moi. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir plus de clients et à évoluer comme ça. Mais franchement, c'était une montagne russe. Hein. Ok, cool. Alors, laisse-moi quand même revenir sur un point. Et Christelle, tu vas nous dire aussi, c'est que tu as créé quoi comme structure? C'était quoi le statut, etc. Pourquoi je te dis ça et pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, quand je fais les entretiens avec les porteurs de projets,
jamais il me parle de compétences de vente, de compétences de marketing, etc. Quand on décide de se lancer, son focus, c'est de se dire, mon Dieu, mais comment on crée une entreprise? C'est-à-dire, comment je passe de l'idée au projet, comment je fais une étude de marché, comment je fais un business plan, qu'est-ce qu'un business model, comment je vais choisir mon statut. Hein? Tu vois, tu rigoles, Barbara, parce que c'est tellement loin pour toi. C'est tellement loin pour toi. Je suis le pire exemple parce que, c'est-à-dire que moi, je venais d'un milieu juridique, donc je savais quand même juridiquement comment je devais créer ma société. Moi, j'étais déjà un auto-entrepreneur parce que je faisais du freelancing, donc j'étais déjà un auto-entrepreneur, j'avais déjà des revenus là-dessus, mais le côté financier et commercial, c'était ça ma préoccupation. Je comprends. Déjà, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est mon comptable qui m'a dit, Barbara, ouvre-toi un autre compte, parce que moi, je mélangeais tout, mon argent propre avec l'argent de l'auto-entrepreneur, plein de choses comme ça. Il m'a dit, ouvre-toi un autre compte, c'est pas comme ça qu'il faut gérer l'argent, nanana. Donc, pour moi, c'était vraiment ça, les deux plus grosses préoccupations, c'était finance et commercial. Au niveau de l'ouverture de la société, du coup, ça s'est fait plus naturellement, puisque en fonction de la progression de ma société, avec l'auto-entrepreneur, sur le fait que j'ai voulu avoir des salariés, sur le fait que j'ai voulu avoir des stagiaires aussi, j'ai vu la limite de l'auto-entrepreneur et c'est là où j'ai créé une société. J'ai opté pour une SASU, donc c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Il y a des restes, tu as des restes. Donc, du coup, j'avais choisi cette société parce qu'on me l'avait conseillé et aussi parce que du coup, le gérant pouvait être salarié. Et moi, j'y voyais à l'époque un avantage. Aujourd'hui, je pense autrement, mais ça fait partie en fait de l'évolution. En tant qu'entrepreneur, selon moi, ça fait partie de l'évolution. Sur le temps, on peut choisir tel statut et puis après se dire finalement ça ne correspond pas à ce que je fais, à ce que je veux ou à mon évolution. Donc pour moi, c'était vraiment pas ça mon plus gros focus. C'était vraiment finance commerciale. Et pour moi, c'est les notions les plus importantes. Yes, de toute façon, on va y arriver, hein. On va y arriver. Mais c'était intéressant pour moi parce que c'est vrai que quand je fais cet exercice, c'est un peu une boutade, mais c'est vrai que je vois souvent des entrepreneurs, et ici on parle vrai dans ce webinaire, je vois des entrepreneurs qui vont se dire, ça y est, je suis chef d'entreprise, mon entreprise est immatriculée. Sauf qu'il y a quelques étapes derrière. C'est la dernière. C'est la... Ouais. Voilà, donc voilà, donc je voulais essayer dans notre échange aujourd'hui de montrer qu'il y a un petit peu ce qu'on a dans la tête quand on est salarié potentiellement ou quand on n'a jamais monté une entreprise où on imagine que ça va être ça finalement les challenges et qu'il y a pas mal d'autres challenges en fonction aussi de qui on est, quel est son background, etc. Christelle, qu'est-ce que tu veux dire sur ce point? Si tu reviens un petit peu au début sur déjà l'aspect un petit peu technique de la création d'entreprise, parce que souvent quand on commence, c'est un petit peu ce qui fait peur. Toi, comment tu t'y es prise, sachant que toi, tu ne venais pas du monde juridique. Voilà. Comment tu as abordé la chose? Alors, dès que j'ai été accompagnée par le réseau Entreprendre sur tout ce qui est gestion, montage du projet en lui-même. Et que pour le montage techniquement, j'ai cherché sur le net et alors ma profession, elle est réglementée. Donc, il fallait vraiment suivre un parcours très précis et me former pour pouvoir avoir l'autorisation d'exercer. Donc, c'est un peu, c'était obligatoire, je n'avais pas le choix. Donc, je me suis formée en parallèle de mes cours, de mes voyages, pendant les vacances, pour pouvoir obtenir l'agrément qui a abouti à mon certificat. Pardon. Donc, c'est un peu en sens inverse, mais c'était obligatoire pour ma part. D'accord. C'était essentiel pour moi parce que j'avais aucune expérience. Tout le monde est fonctionnaire dans ma famille. J'ai un oncle qui vit là-bas, qui a monté une entreprise, mais je ne connaissais absolument rien. Et donc, c'est vrai que ça m'a permis de faire les choses dans l'ordre, d'éviter certaines... comment dirais-je, certains écueils, de ne pas prévoir, par exemple, ce qui se passerait si tel ou tel aspect ne se passait pas comme je l'avais prévu. Et ça m'a permis une fois que ces écueils se sont finalement présentés, alors que je ne les avais pas prévus, enfin, initialement, de
très vite et c'est ce qui a permis à l'entreprise de décoller. En l'occurrence, le temps que la banque accorde le prêt et que ma voiture qui a été commandée prenne 6 mois pour arriver en Martinique, il se passe en tout 10 mois et les clients sont là. Ouais. J'ai anticipé qu'il fallait que j'ai un véhicule pour travailler. Donc, c'est la solution qui avait été retenue à l'époque qui m'a permis de tourner et de démarrer, je suis contente, assez vite. Génial, ok. Hyper clair. Donc, si je résume, même si tu ne l'as pas formalisé comme ça, Barbara, mais je l'ai chopé au vol, c'est qu'il y a quand même un enjeu d'accompagnement. On voit que ton comptable ou ton expert comptable a joué un rôle parce qu'il t'a donné des conseils dès le départ, notamment sur le fait de bien dissocier, même si quand on est auto-entrepreneur, ce n'est pas vraiment une personne morale, mais en tout cas de le dissocier tes deux comptes, ton compte bancaire personnel et ton compte bancaire pour ton activité. Toi, Christelle, on voit que tout de suite, tu t'es tourné vers un réseau qui est intéressant parce qu'il y a à la fois des experts et aussi des chefs d'entreprise. Donc, globalement, ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont déjà vécu ce dont ils te parlent. Donc, on n'est pas sur des sachants théoriques, on est sur des sachants pratiques. C'est quand même toujours mieux. Donc, voilà. Donc, moi, je voulais quand même faire un focus parce que mon rôle, c'est un petit peu de synthétiser parce que Barbara veut rajouter quelque chose. Mais voilà, il y a quand même un premier enjeu, c'est de dire que les compétences, ça peut s'acquérir seul, mais ça peut aussi s'acquérir par l'accompagnement. Et donc, il faut regarder au niveau de son territoire, sur les problématiques concernées, quels sont les réseaux qui vont pouvoir nous accompagner. Barbara, tu voulais la parole. Justement, du coup, pour faire un parallèle à tout ça, ma première société, là où je me disais, ouais, je dois me lancer avec 1 000 €, c'est avec ça que je dois réussir, nanana. Ma deuxième société, ça a été complètement différent. Là, je me suis fait accompagner par un conseiller en montage de dossier, je me suis fait accompagner par une avocate et je me suis fait accompagner également par une conseillère en finance et gestion financière. Parce que justement, j'ai vu les lacunes que j'ai pu avoir dans cette première société où justement le fait de ne pas être passé par ce conseil m'avait valu beaucoup d'erreurs que j'aurais pu éviter, peut-être pour certaines. Il y en a d'autres, je pense, même si j'avais eu le conseil, j'aurais peut-être pas pu les éviter. Mais en tout cas, pour certaines, j'aurais pu les éviter en passant par ce conseil. Donc là, pour ma deuxième société, on s'est fait accompagner sur pratiquement tous les volets, sauf en marketing parce que c'est moi qui le gère, mais tout le reste, toute la partie financière, juridique, montage de dossiers de subvention, tout ça, on s'est fait accompagner là-dessus. Ok, top. Donc, même si ma prochaine question, préparez-vous parce qu'elle sera très difficile, mais si je dois déjà résumer, c'est que, aujourd'hui, il existe des réseaux, quels que soient les territoires, donc il y a des réseaux nationaux, des réseaux locaux qui peuvent aider à acquérir des compétences essentielles déjà sur les prérequis techniques de la création d'entreprise. Il y a des accompagnements, des formations, des coachings. Ce que je retiens aussi, c'est que a posteriori, Barbara, tu dis qu'il faut être capable de faire un arbitrage et quelque part, si on est sûr d'être accompagné par quelqu'un qui sait, ça vaut de l'argent et on gagne du temps. Voilà, c'est ça un petit peu que tu dis quand tu dis que tu as choisi une avocate pour t'aider, que tu as choisi un expert en montage. Ça t'a coûté de l'argent, mais ça a aussi fait que, du coup, ta deuxième tentative réussie, d'ailleurs, en tant que créatrice d'entreprise, a été validée parce que tu avais déjà eu des conseils mis en place dès le départ. C'est ça, du coup, ça a été plus rapide, ça a été effectivement plus coûteux, mais en même temps, moi, je le vois pas comme une dépense, je vois plutôt comme un investissement parce que ça m'a permis d'éviter des erreurs que j'aurais fait peut-être toute seule. Ça m'a permis aussi d'aller plus vite sur certaines choses. Donc, si j'avais pris 3 mois à faire un dossier, peut-être 4 ou 6, si j'allais à mon rythme, ça allait jamais se faire aussi bien que si le conseiller avait fait. Et puis j'avais une troisième, mais je l'ai perdue en cours de route. Je vous la dirai si je me rappelle. Ok, on attend ça de pied ferme. Christelle, toi, tu as été accompagnée par un réseau. Donc, tu n'es pas allé choisir, tu n'es pas allé picorer comme Barbara, certains experts, mais tu as fait appel à un réseau, notamment, tu en parlais, le réseau Entreprendre. Pour toi, quels étaient les bénéfices de faire appel à ce réseau?
Ce qui m'a plu, c'est l'accompagnement vraiment pas à pas. Alors en fait, l'accompagnement du réseau vise à obtenir à la fin un prêt d'honneur. Je me suis tournée à la base, c'était pas pour l'accompagnement, très clairement pour le financement. Parce qu'en tant que fonctionnaire, je n'avais droit à rien, à aucune aide de l'emploi, d'aucune sorte d'institution. Donc, à la base, c'était ça. Mais au final, vraiment, je suis ravie d'avoir eu recours à eux parce que pour obtenir le prêt d'honneur, il fallait passer devant un comité d'engagement et soumettre à ce comité un dossier assez complet qui présentait le projet sous toutes ses formes, et ça m'a permis de structurer mes idées, de tout organiser dans le temps, de m'assurer que j'avais fait tout ce qu'il fallait en termes de comptabilité, en termes de protection légale aussi, d'assurance, de couvrir tous les aspects de mon activité pour qu'au moment où je me lançais, que je sois prête et que j'ai mis en place tout ce qu'il fallait, que j'avais mis tout de mon côté pour que ce soit une réussite. En tout cas, Ok, donc ça rejoint un petit peu ce que disait Barbara. Je pense que, avant de poser ma question qui sera difficile, il faut qu'on prenne un petit peu le temps. C'est que moi, en tout cas, à la lumière de mes années d'entrepreneuriat aussi, je me rends compte que quelquefois, on va se faire un monde de quelque chose parce qu'on n'a pas les compétences et qu'en fait, il faut avoir l'humilité, mais aussi la ténacité d'aller chercher ces compétences auprès de ceux qui savent. Donc, il y a des réseaux qui sont plus ou moins accessibles à des coûts plus ou moins accessibles. Il y a les spécialistes. Mais j'ai bien aimé ce que tu disais, Barbara, qu'il faut le voir pas forcément effectivement comme une dépense, mais comme un investissement. Et ça permet pour moi de vraiment, déjà à court terme, limiter une charge mentale, parce que potentiellement, des fois, on peut avoir un projet et on se fait tellement un monde voilà, sur la fiscalité, sur le juridique, sur la comptabilité, etc., que finalement, par rapport à ça, on peut décider de ne pas y aller, même si je pense qu'un entrepreneur motivé, c'est un entrepreneur qui se dit que de toute façon, il va y arriver. Mais en tout cas, sur le long terme, on se rend compte, un peu comme tu le disais, Barbara, que c'est un investissement. Et Christelle le présentait super bien, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé à un moment donné dans son entreprise avait été prévu. Elle ne l'aurait pas prévu si elle s'était lancée seule et si elle ne s'était pas fait accompagner. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Bon, super. Alors, ça fait 30 minutes qu'on... Aïe, ça y est, Barbara, ça y est, elle est arrivée à la troisième idée. En fait, finalement, cet investissement te fait pas quand même gagner de l'argent parce que parfois, en faisant une erreur, par exemple, si tu te trompes en rédigeant tes statuts et qu'il faut que tu fasses une republication, tu vas devoir payer. Si tu te trompes, peu importe en fait dans ce que tu fais un dossier pour la banque qui va te dire c'est pas ça, ben tu rates ton financement et du coup tu vas devoir attendre et c'est du temps, de l'argent que tu perds. Donc finalement, cet investissement te fait même gagner de l'argent. C'était ça le dernier avantage pour moi. Génial, ok. Alors maintenant, je vais faire appel aux entrepreneurs aguerris que vous êtes pour faire le grand écart. C'est maintenant à la lumière de ces années d'entrepreneuriat. Pour vous, même si Barbara, tu l'as un petit peu évoqué, mais si on doit être de façon vraiment macro, prendre de la hauteur, d'abord sur une liste, quelles sont les compétences pour vous qu'un entrepreneur doit avoir, auxquelles potentiellement vous aviez pas pensé quand vous vous êtes lancé. Voilà, donc de façon synthétique, et puis après on va peut-être rentrer dans chaque compétence pour comprendre comment ces compétences vous les avez acquises. Est-ce que vous pensez que ça y est? Est-ce que vous pensez qu'il faut encore les développer, etc. Mais c'est quoi pour vous? Est-ce qu'on se trompe quand on se lance dans l'entreprise, ou en tout cas est-ce qu'on mésestime le niveau ou l'étendue des compétences qu'il va falloir développer? Voilà. J'ai mon petit avis sur la question, mais ça m'intéresse d'avoir vos avis aussi. Qui commence? Vas-y, Christelle. Je pense que ce qu'on mésestime, ce sont les compétences qu'il faut impérativement acquérir au fur et à mesure du développement de l'entreprise. C'est-à-dire que
on se lance, on en a et l'entreprise démarre. Mais on se rend bien compte au fur et à mesure qu'il y en a qui manquent. Et donc, il ne faut pas rester dans sa bulle en se disant les choses tournent plus ou moins. C'est pas la peine de dépenser de l'argent pour acquérir de nouvelles choses. J'arrive à vivoter comme ça. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort et se dire, comme tu disais, de se rendre compte que cet investissement va permettre d'enlever une charge mentale énorme et arrêter de se faire une montagne de quelque chose qui, une fois maîtrisé, permet vraiment à l'entreprise de se développer. Dans mon cas, et je n'ai pas été payée pour le dire, c'est la formation au digital et ça m'a vraiment permis de maîtriser des compétences parce que j'ai pas cette appétence du tout pour les réseaux sociaux notamment, mais qui sont essentiels dans le développement de Carambole Tour. Il a fallu s'y mettre et j'ai vu comment ça m'a permis de faire des choses, d'avoir des clients, d'avoir des ventes, alors que j'avais pas du tout cette appétence-là au départ. Donc moi, je dirais que c'est au fur et à mesure de se rendre compte qu'il manque des choses, qu'il faut acquérir de nouvelles compétences et se dire que de ne pas rester sur ses lauriers et de se jeter à l'eau pour apprendre de plus en plus de choses. Génial. Alors, je prends les compliments, hein, bon, même si mes chevilles enflent. Merci. Génial. Alors, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, et Barbara l'a un petit peu évoqué aussi, on va réussir à se faire une liste exhaustive parce que j'ai quelques idées aussi, mais globalement, ce que tu évoques, toi, Christelle, c'est un mindset, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais fini d'apprendre, que c'est un éternel recommencement quand on est entrepreneur, parce qu'au fur et à mesure qu'on va passer des étapes, il faut faire très attention à ne pas rester là en se disant ça y est, ça tourne, c'est bon, mais qu'il faut qu'on soit toujours dans cet équilibre dynamique en se disant il faut que j'acquière de nouvelles compétences, parce que c'est ce qui va me permettre même pas forcément le développement, mais même déjà potentiellement le fait que mon entreprise existe encore dans 1 an et 2 ans parce que le monde n'arrête pas de tourner autour de nous. Voilà. Alors moi, je pense qu'au-delà des compétences, parce que c'est vrai que moi, je place d'abord la personnalité, ensuite les compétences. D'accord. Et je dirais qu'en fait, il faut d'abord avoir la personnalité, le caractère, l'humilité, l'attention, en fait, la motivation, et tout ce qui s'ensuit, en fait, qui va te permettre, premièrement, de te rendre compte que tu as ce manque de compétences. Et en même temps, de te dire, soit il faut que je me forme, soit il faut que je passe par un expert. Je comprends. Donc, ensuite, une fois que tu as ce caractère-là, il va venir, il y a les compétences. Et là, c'est te dire que les compétences, elles vont devoir s'intégrer à ton business à tous les niveaux. Parce que selon moi, on ne peut pas déléguer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Okay. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir se dire, moi, je ne connais pas les finances. Je vous ai dit, je suis nulle en finance et en vente. Mais je sais que, voilà, attention, parce qu'il faut que je déclare mes impôts. Attention, du coup, je me documente, je me forme à ce niveau-là. Je me forme sur, voilà, qu'est-ce que la TVA, est-ce que je peux défiscaliser, pas défiscaliser, comment ça fonctionne. Parce que je ne peux pas dire à mon comptable que son travail est bien fait si moi, derrière, j'ai aucune idée de ce qui se dit. Et ça, c'était la première chose que moi, je sous-estimais. C'était ce petit point-là, c'est que je suis experte dans mon domaine et pas dans les autres. Et en fait, il faut aussi qu'on soit expert dans tous les autres domaines. Et ça, c'est le premier rôle d'un entrepreneur. Ok, donc si je dois essayer de résumer, parce que j'aime bien les synthèses, j'aime bien les concepts, on l'aura compris à la fin de l'heure, mais il faut essayer de déléguer sous contrôle et non délégué par démission. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas parce que j'ai un expert qui est un expert comptable, même si on a une relation qui est tout à fait au beau fixe, que je dois imaginer que globalement, il gère ma comptabilité. Le responsable de la comptabilité, c'est moi. C'est un petit peu ce que tu dis, c'est que le chef d'entreprise est responsable de tout et que du coup, ça impose quelque part qu'il ait des compétences sur tout. C'est ça. Ouais. Et du coup, en fait, moi, en fait, je ne prends pas ça comme une difficulté parce que moi, j'aime beaucoup lire. Ou si je ne lis pas, j'écoute des livres audio. Ou si je n'écoute pas des livres audio, je regarde sur YouTube.
Et en fait, je me dis qu'on n'a pas besoin de maîtriser tous les points essentiels, être un crack en fait sur tout ce qu'on a besoin de savoir, mais on a besoin de connaître les essentiels. Une fois qu'on maîtrise ces essentiels-là, eh bien, à ce moment-là, on développe ce qui nous intéresse le plus et ce qui va nous aider, nous, à pouvoir évoluer. Et je pense que c'est d'autant plus important d'avoir cette façon de penser-là, parce que lorsqu'on commence à évoluer dans sa société, il faut l'inculquer à ses employés. Donc, il faut leur dire, voilà, il faut aussi que tu te formes et que tu fasses évoluer tes compétences. Je t'ai embauché pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester à là. C'est-à-dire qu'il faut que toi aussi, tu évolues dans la société et que tu augmentes tes compétences. Ok, alors, avant de te repasser la parole, Christelle, parce que je suis obligé d'aller vous chercher, toi, Barbara, est-ce que tu vois là, est-ce que tu entrevois une compétence ou deux qui ont tout changé, où ça a été, où il y a eu un déclic, un avant et un après? Voilà, si je dois te poser cette question. Une compétence où il y a eu un ouais, une compétence que tu as acquise, qui a tout changé pour ton business. Voilà. Alors oui, je me suis formée un petit peu à la vente. D'accord. Et donc, il y a eu un avant et un après parce que moi, j'étais pas… En fait, pour moi, vu que je maîtrisais un sujet, je n'arrivais pas à le déployer à mes clients ou à mes prospects comme il fallait. Et du coup, je me suis formée un petit peu aux techniques de vente. Et maintenant, je vois la différence, en fait, lorsque je vais aborder un client, je vais lui parler sur un sujet, c'est beaucoup plus fluide. Et le client me pose plus de questions. Je pense que pour lui, c'est aussi plus agréable puisque je ne vais pas droit au but sans le faire rien comprendre à ce que je disais. Et voilà. Ok. Christelle, tu as pensé à quelque chose, toi c'est le point, c'est justement le point dont on a parlé. C'est la comptabilité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un comptable qu'il ne faut pas suivre soi-même sa comptabilité. Sachant que le fait de suivre sa comptabilité, ça permet de voir ce qui se passe réellement quasiment au jour le jour et de se rendre compte des stratégies qu'il faut mener, intensifier, modifier. Voilà, nous sommes comme des capitaines ou des pilotes, donc il faut bien voir ce qui est en train de se passer pour pouvoir savoir quel cap on doit fixer. Et moi, très clairement, enfin, ça fait partie de l'une des compétences sur lesquelles je me suis formée, la comptabilité. Super. Alors, il y a deux sujets qui sont très larges que je veux gérer, enfin, que je vais évoquer avec vous. Le premier, ce sera compétences internes, compétences externes. En gros, les compétences dont j'ai besoin pour mon business, est-ce qu'il faut que je les acquière moi ou est-ce qu'il faut que je trouve une ressource potentiellement externe qui me permet de les acquérir? Ce sera très intéressant de discuter de ça. Mais avant cela, je voulais évoquer une autre question, c'est que Christelle et Barbara, vous vous êtes entourés les services de collaborateurs ou de prestataires. Est-ce que vous pensez que c'est une compétence essentielle, ça, de s'entourer, de manager quand on est créateur? Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'une entreprise doit nécessairement pouvoir avoir des ressources, qu'elles soient externes ou internes, pour se développer? Est-ce que vous pensez que c'est une condition sine qua non? Toi, par exemple, Barbara, qui a été freelance, c'est intéressant aussi d'avoir ta vision dessus. Voilà, donc voilà, sur cet aspect-là. Et puis Marie-Annick me dit, je n'ai rien compris à ta question compétences externes, compétences internes, donc je vais repréciser. on parlera de ce sujet après. Mais voilà, mais déjà sur cette partie, voilà, je vais m'entourer. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette compétence-là de savoir s'entourer, de savoir manager, c'est quelque chose d'essentiel? Est-ce que vous pensez que d'ailleurs il faut s'entourer? Et si vous avez une anecdote sur cela, sur potentiellement comment vous avez évolué sur cette thématique, et puis même peut-être des erreurs que vous avez faites, des choses que vous avez apprises en chemin. Qui commence? Je t'en prie, Barbara. Ah ouais. Moi, vas-y. Je crois que, en tout cas, je vais parler pour moi. Nous sommes effectivement des expertes dans notre domaine,
Mais perso, je n'ai pas la science infuse et il y a des choses que je ne maîtrise pas, notamment dans le savoir-être. Donc, autant dans la partie avant le comité d'engagement au réseau Entreprendre, j'étais avec quelqu'un qui était dans le domaine de la finance, qui m'a cadré comme il fallait sur ce domaine. Autant après, j'ai eu une autre personne, c'était une femme qui, elle, était, outre son domaine qui était dans le marketing, qui a été aussi coach. Et elle m'a beaucoup appris en termes de savoir-être et de relationnel avec les personnes avec lesquelles j'étais amenée à travailler, mais surtout les partenaires, les fournisseurs. Et elle m'a parlé d'un concept sur lequel je ne serais probablement jamais tombée parce que j'avais pas forcément de connaissances sur le sujet des relations fournisseurs ou des relations tout court. Hein. C'est quelque chose qui s'appelle le triangle dramatique. Et elle m'a expliqué qu'il fallait surtout pas que je rentre dans un triangle dramatique avec un de mes fournisseurs. Et depuis, je l'utilise pour plein de choses, même dans le domaine perso. Maintenant, j'arrive à déterminer les personnes qui souhaiteraient que je rentre dans le triangle et du coup, je n'y rentre pas. Mais j'aurais jamais su ça. Moi, j'étais prête à répondre à la personne, à faire un long mail ou pas à cette personne. À ce moment-là, j'ai rencontré d'autres personnes qui s'inscrivaient dans ce schéma. Et une fois qu'on sait, on ne tombe pas, on ne fait pas ces erreurs-là. Mais pour ma part, le chef d'entreprise isolé est en danger. Parce que il y a plein de menaces qu'on ne voit pas venir si on n'a pas autour de soi. Parfois, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a cherché d'ailleurs. Hein. C'est une discussion informelle et qui révèle que tiens, telle situation pourrait se gérer autrement. Et moi, je trouve que c'est essentiel parce qu'autrement, on a la tête dans le guidon, ce qui n'est pas uniquement une mauvaise chose, hein, mais de s'entourer de personnes autour, d'avoir des conseils, c'est toujours une bonne chose. Et toi, Christelle, aujourd'hui, tu pilotes ton entreprise seule ou tu as des prestataires, des collaborateurs qui t'aident tous les jours à faire tourner l'entreprise? Je parle sur le cœur même, je ne parle pas forcément de la comptabilité, etc. Mais... Le cœur, c'est moi. D'accord. C'est moi, mais régulièrement, je dirais au moins une fois par mois, je contacte d'autres personnes pour me conseiller. Ok, très bien. Barbara. Alors moi, je pense que là, la question, c'est plus une question d'objectif. Par exemple, quand moi j'étais freelance, j'aurais pu rester que freelance et j'avais mon argent moi toute seule, je gérais bien plus ou moins ce que j'avais envie de gérer et tout ça. Mais c'est une question d'objectif. Moi, mon objectif, c'était pas d'être freelance. Moi, je veux être business girl, avoir business woman, avoir des sociétés, nanana. Et du coup, là, j'ai décidé de lancer mon agence. Et pour ça, forcément, il faut s'ouvrir à d'autres personnes. Et du coup, il faut accepter, comme a dit Christelle, c'est exactement ça. C'est pas parce que je sais faire un gâteau que je suis pâtissière. Il va être plus ou moins bon, mais il sera pas au niveau de celui d'un pâtissier. Là, c'est pareil, surtout dans nos métiers, c'est des domaines d'expertise. C'est pas parce que je connais plus ou moins HTML que je suis programmeuse. C'est pas parce que je connais un petit peu de design que je suis designeuse. Et du coup, pour moi, oui, ça dépend de ton objectif. Moi, mon objectif, c'était celui-là. Et donc, il fallait que j'ai des collaborateurs. Et ce qui a été le plus dur pour moi, effectivement, ce que j'ai appris un peu sur le tas, c'était le management. Parce que finalement, quand on commence, on veut aller vite, on veut aller loin, on veut faire, on veut nana. Et du coup, moi, je disais à mes employés, allez, on fait, dépêchez-vous, comment ça avance, nanana, nanana. Et ça nous a amené droit dans le mur, moi avec eux, finalement, parce que c'est moi qui mène la barque et si je m'écrase, eux aussi. Et du coup, en fait, moi, j'étais super fatiguée. Des fois, je me couchais à 1h du matin, je me levais à 4h et je rebelote. Et c'était invivable, en fait. Et pareil, j'avais ce stress-là que je leur transmettais. Et pour eux aussi, c'était invivable. Donc, j'en ai eu qui sont partis, d'autres qui ont évolué avec moi, qui m'ont vu évoluer et qui m'ont dit « Ah, heureusement, tu te remets en question. » Et c'est ça aussi, être entrepreneur. C'est savoir se remettre en question tous les jours. Et du coup, pour moi, c'était vraiment ça le plus dur. C'était, allez, c'est pas parce que j'ai une société, ce mythe d'il faut réussir tout de suite, il faut travailler plus que tout le monde, nanana, c'est faux. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Et du coup, j'ai calmé le rythme. J'ai imposé des heures de travail.
on me focus à 100% sur ce que je fais. J'ai mis un temps pour plein d'autres choses. Et voilà, là, à partir de là, ben, ça a commencé à aller mieux. Mais c'est ma plus grosse erreur au niveau du management, c'était ça. C'est que voilà, on va vite, on va loin, on va tout de suite. Alors que... Ok, très bien. Merci pour ce témoignage. Et puis ça permettra à d'autres d'éviter de faire des erreurs. Moi, j'ai une question, du coup, c'est l'autre sujet que je voulais aborder. C'est sur les compétences externes et internes. Donc, Marie-Annick se disait, mais qu'est-ce qu'il raconte? En gros, notre sujet, et tu l'as un petit peu évoqué, Barbara, c'est finalement le jour où mon entreprise se développe, et vous l'avez connu toutes les deux, va se poser potentiellement une question. Vous allez devoir aller sur des terrains où vous n'avez pas de maîtrise des compétences nécessaires pour aller sur cette nouvelle étape, atteindre cette nouvelle étape, ou tout simplement, une journée n'étant faite que de 24 heures, pour pouvoir réussir à délivrer la promesse, tout ce que vous avez promis, en fait, vos deux bras ne suffisent pas. Voilà, donc, il faut s'entourer. Et du coup, il y a cette problématique qui est intéressante, c'est sur ces compétences. Est-ce que finalement, il est important que les compétences, je les acquière moi? Est-ce que c'est obligatoire que j'ai ces compétences? Est-ce que quand je dis moi, c'est moi ou est-ce que c'est mon entreprise? Est-ce que c'est satisfaisant, par exemple, et acceptable de recruter quelqu'un sur une expertise sur laquelle moi, je n'ai aucune vision. Voilà. Et dans quel cas, ça fait beaucoup de questions, mais c'est un sujet qui est passionnant. Dans quel cas vous dites qu'il vous faudrait plutôt recruter en interne, c'est-à-dire avoir un collaborateur qui soit stagiaire, apprenti ou salarié, ou plutôt se dire que vous allez passer par un prestataire, voilà, donc quelqu'un qui va pouvoir délivrer une mission, mais qui ne fait pas voilà, partie à part entière de votre structure. Voilà. Je vous ai mis pas mal de questions. L'intérêt, c'est que ça travaille aussi dans votre fort intérieur et puis que ça fasse remonter un petit peu des anecdotes parce que je pense que c'est des problématiques autour des compétences qui sont vraiment intéressantes parce que quand on dit intégrer des compétences à mon business, ça veut dire aussi tout ça. Qui veut prendre la parole? Vas-y, coup, allez, Barbara, vas-y. Du coup, moi, je pense que on n'est pas obligé de tout maîtriser, enfin de tout connaître. D'accord. Pour moi, il faut avoir les essentiels de chaque domaine de compétences dont on a besoin. C'est-à-dire... Sans vouloir te couper, tu trouves par contre qu'il est essentiel d'avoir les essentiels. Je trouve qu'il est essentiel d'avoir les essentiels. Voilà. Parce que en fait, ça s'ouvre pour tout. Par exemple, Steve Jobs, quand il a lancé Apple, sa seule formation, c'était la calligraphie. Il ne savait pas développer, il n'était pas ingénieur informatique, il avait aucune de ces compétences-là. Par contre, il a été assez vif d'esprit, intelligent, appelez ça comme vous voulez, du bon sens, etc., de se rendre compte que pour ce qu'il voulait faire, il lui fallait quelqu'un. Mais du coup, il a très vite dû se former aussi sur ce que les gens faisaient, parce que sinon, il ne sait pas si ce qui est fait est bon. Pour moi, c'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir les essentiels. Ouais, je trouve que ça fait un beau slogan, finalement. Et de se dire, voilà, je ne maîtrise pas tout, mais je peux gérer ce qu'on a besoin. Et du coup, quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'une compétence, c'est ça, de quelqu'un? Ouais. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a besoin de quelqu'un? Encore une fois, pour moi, ça va dépendre des objectifs. Donc, si vous avez un objectif, votre société évolue dans un sens et que, par exemple, moi, ma société, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, au début, je faisais que du design. Au fur et à mesure, les clients ont commencé à me demander du web. Ouais. Donc, forcément, je voyais que je perdais mes clients parce qu'ils me disaient, bon, toi, tu peux me faire que ça, alors que la société d'à côté,
elle peut tout me faire. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller copier ce que font les autres et faire de votre société un bazar, mais dans la continuité de mes objectifs, c'était logique pour moi, puisque je voulais une agence. Je vous rappelle, je voulais une agence. Et du coup, dans la continuité de mes objectifs, c'était nécessaire. Et je me suis dit, bon, ben voilà, là, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse faire des sites du design qu'on va sortir, qui puisse les convertir en site internet si c'était. Et là, pour moi, c'était évident. Ça va dans mes objectifs. On a une demande, mes clients ils me demandent je veux des sites, tu fais le design, c'était logique. Et du coup, la transition s'est faite toute seule et le besoin a grandi tout seul. Ok, donc ce que tu as expliqué, c'est que ce n'est pas parce que tu n'avais pas les compétences web, en tout cas en termes de création web, que tu as reculé devant ça. Ce que tu as expliqué aussi, c'est que tu t'es formé aux essentiels de la création du web. Donc, tu n'es peut-être pas la plus grande développeuse web de l'espace. Tu as des notions. Et du coup, tu es allé chercher des compétences. Et juste pour qu'on comprenne dans ton cas comment ça s'est passé, est-ce que ça a été une ressource interne, donc un collaborateur? Est-ce que c'est devenu un associé? Est-ce que c'est un prestataire? Comment tu t'es prise, toi, par rapport à cette nouvelle étape où il fallait que tu proposes des services que tu ne maîtrisais pas, toi, de façon spécifique? Les trois. Je vous dis, je fais pas les choses dans le bon ordre parfois. Mais en fait, c'était un peu des trois parce que je travaillais tout le temps en freelancing, en fait, en collaboration avec quelqu'un, une agence de développement. Et moi, j'étais une agence de design. Et du coup, tout simplement, lorsque je vois cette demande grandir, je veux des sites, je veux ci, je veux ça, je dis, bon, écoute, ça fait des années qu'on bosse ensemble, on fusionne. Et la personne a bien accueilli cette proposition. Et du coup, on a fusionné nos sociétés, on a créé ensuite l'agence Watt. Et à partir de là, on a commencé à faire du développement. Bien entendu, en fait, on n'a pas non plus tout le but, enfin, on n'a pas tout le temps un besoin de ressources humaines tout le temps. Donc, lorsqu'on a des projets ponctuels qui nécessitent d'autres compétences, on les prend en freelancing. D'accord. Donc, on les intègre à l'équipe, mais ils ne sont pas salariés. Ok. Génial, super, passionnant. Christelle, qu'en est-il pour toi? Est-ce que tu as eu dans ton chemin entrepreneurial à t'entourer? Est-ce que c'est des bonnes anecdotes, des anecdotes où il y a eu de la souffrance? Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Voilà, c'est ce qui m'intéresse un petit peu de comprendre. Est-ce que tu t'es forgé aussi une sorte de pensée maintenant avec du recul sur cette approche-là? Alors, pour rester dans le pratico-pratique, si tu permets, je vais prendre un exemple qu'on m'a donné hier, qu'une autre entrepreneure me partageait dans sa structure, où en fait, elle m'avait demandé d'intervenir pour une compétence que je maîtrise dans sa structure, ce qui a été fait, parce qu'elle avait le sentiment que l'une de ses collaboratrices ne maîtrisait pas cette compétence-là. Donc, j'avais déjà senti venir la chose parce que cette personne a probablement eu l'impression qu'elle n'était pas à la hauteur, ou c'était pas ça. L'idée, c'était de lui donner des clés sur effectivement des choses qui lui manquaient. Mais jusque-là, ce que je voulais dire, c'est que avant mon intervention, cette collaboratrice baladait un peu l'entrepreneur, la chef d'entreprise, en lui disant oui, mais c'est comme ça qu'on fait, c'est normal si je fais comme ça. Alors qu'au final, elle voyait bien qu'il n'y avait pas les résultats qui étaient attendus. Donc, encore, elle m'expliquait que elle utilise aujourd'hui des arguments personnels pour expliquer à la chef d'entreprise que c'est elle qui a un souci, que c'est elle qui ne sait pas manager, alors qu'en fait, dès le début, elle a vu que l'entrepreneur ne maîtrisait pas cette compétence et elle s'en sert à foison pour lui dire « Non, mais tu n'as pas bien compris, ce que je fais, c'est bien ». Et pour reprendre la qualité que tu as mise en avant, Barbara, c'est quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question. La collaboratrice est là. Je pense qu'on va se voir très bientôt pour échanger sur plein d'autres choses, mais j'espère que, entre-temps, cette personne aura eu le déclic pour comprendre que c'est pas
personnel, que c'est juste qu'il y a des résultats qui sont attendus, que les clients payent pour avoir un service et que pour le moment, ce service n'est pas rendu à la hauteur, surtout du prix qui n'est pas négligeable. Donc, d'où l'importance, je dirais, rétrospectivement. Alors moi, j'ai eu des collaborateurs, mais uniquement à titre ponctuel, puisque mon activité jusqu'à récemment était saisonnière. Risque de ne pas l'être très longtemps, mais donc du coup, savoir de quoi on parle au moins un minimum, ce qu'on attend de la personne, pour ne pas avoir à faire face à ce genre de cas de figure. Très important. Ok. Et toi, finalement, de te dire, tu es assez d'accord sur le fait de dire, finalement, quand tu racontes ton histoire, qu'il faut maîtriser les essentiels parce que ça évite un petit peu la manipulation du technicien. Regardez son slogan. Voilà. C'est magnifique. Les essentiels sont essentiels. Voilà. Donc ça évite la manipulation d'un technicien qui arriverait, sur lequel il dit non, mais ne t'occupe pas, moi la technique je maîtrise, cette technique-là, cette expertise je la maîtrise. Donc donc ça c'est très important. Ce que tu dis aussi, c'est que, un petit peu comme disait Barbara, c'est que finalement, il faut avoir de la flexibilité et être capable de s'entourer sur des compétences, mais ne pas mettre en péril l'entreprise. Donc, aujourd'hui, il y a des façons d'intégrer des compétences qui sont notamment par les prestataires, le freelancing, notamment dans le cadre de l'activité de Barbara. Ok, et je peux rajouter une dernière chose. Vas-y. En fait, le fait de maîtriser ces essentiels va vous permettre que le jour où il y a une personne qui est défaillante, moi ça m'est arrivé, on était dans un projet, il y a une personne qui m'a lâché en plein dans le projet, eh bien, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je dise à mon client, je ne pourrais pas finir votre projet parce que je ne sais pas faire? Le budget, il a été utilisé, donc je n'ai pas d'argent pour aller payer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, le fait de maîtriser ces essentiels m'a permis de finaliser le projet toute seule. Peut-être pas à la qualité optimale que j'aurais voulu, mais en tout cas, le projet est sorti, le client était satisfait. Ni vu ni connu, dans mon agence, c'était le bordel, mais le client, lui, il n'a pas ressenti ça. La star. Ok, génial. Alors, du coup, je pense que là, on a un petit peu mis la pression à nos auditeurs parce qu'on se rend compte que finalement, l'entrepreneur, il doit être capable d'avoir cette vision, ce mindset. Ce n'était pas l'objectif du webinaire, donc on n'en a pas trop parlé, mais Barbara en a un petit peu échangé dessus. Et je suis d'accord avec toi, et je pense que Christelle aussi, c'est quand même ce qui est l'épine dorsale qui va faire que finalement, on va pouvoir tenir sur la durée, parce qu'en général, quand on crée une entreprise, c'est pas pour 2 mois, 3 mois. En général, ça se compte en années ou en dizaines d'années. Ce que j'ai compris aussi, c'est que finalement, les compétences, ça s'acquiert, qu'on peut s'entourer par des accompagnateurs, par des réseaux ou par des spécialistes, et que se faire accompagner pour monter en compétences, que ça soit par la formation, par le conseil, par la prestation de services, quelquefois ça a un coût, mais que c'est un investissement qui va être rentable sur la durée. J'ai compris aussi que finalement, il ne faut pas déléguer par démission, c'est-à-dire décider qu'on a besoin d'une compétence, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, voilà, la comptabilité, ce n'est pas mon truc, mais j'ai un comptable, donc c'est lui qui gère. Ou un petit peu l'histoire que tu as racontée, Christelle, une personne qui a été recrutée, mais finalement, l'entrepreneur en question n'a pas vraiment de notion technique et finalement se fait balader. Et tout ça, ça fait que, du coup, l'entrepreneur, il a du boulot. Ça ne se résume pas finalement à faire tourner la boîte. Et ma dernière question, puisqu'on va essayer de terminer à l'heure, c'est comment on s'organise quand on est un entrepreneur pour réussir à intégrer ces compétences dans cette régularité que vous avez exposée comme une nécessité. Est-ce que vous avez des conseils, des astuces à partager? Comment vous vous y prenez pour cela? Barbara? La bonne nouvelle, je pense… Pardon. Christelle, vas-y, Christelle.
Christelle, vas-y. C'est qu'on n'est pas obligé de tout maîtriser dès le départ à la perfection. Okay. Je pense qu'en faisant les choses de façon progressive, ça permet, de ne pas paniquer devant l'étendue de la tâche, et deux, de faire entrer ses compétences au fur et à mesure, de façon à les appliquer aussi au fur et à mesure. Comme ça, on n'a pas un gros bloc à appréhender dès le départ. Et puis, par contre, de s'organiser pour pouvoir intégrer ces compétences. Donc, je veux faire un de ces quatre, déjà l'envisager, se dire, tiens, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, il va falloir que je sache faire ça. Et ça permet même de se préparer personnellement, de trouver les bons prestataires, les bons interlocuteurs qui correspondent à notre personnalité, à notre budget. Je pense que la progressivité, c'est le meilleur moyen de ne pas voir cela comme quelque chose de lourd. Ouais, pas surmontable. Voilà, c'est pas insurmontable. Il faut juste le faire pas à pas, sachant qu'en tant qu'entrepreneur, on a déjà tellement de choses à faire au jour le jour que c'est pas la peine de se rajouter des choses qui soient trop lourdes. Voilà. Ok, super. Barbara? Moi, je suis super d'accord avec Christelle. Je vous ai raconté comment je suis allée droit dans le mur en justement voulant être complètement stressée, pressée, etc. Donc, je pense qu'il faut s'autoriser à faire des erreurs. Il faut s'autoriser à y aller progressivement. Je pense même que c'est le plus logique. C'est-à-dire, quand on monte un escalier, on fait étape par étape, donc faire pareil. Et puis, pour l'organisation, moi, lorsque j'ai quitté le salariat, du coup, je me suis dit, ça y est, je fais ce que je veux, j'ai du temps libre. Donc, on me disait, allons faire ça. Je dis, OK, j'arrive, allons faire ci, OK, je viens, nanana. Et finalement, je vois à 23h que j'avais absolument rien fait et qu'il fallait que je bosse. Et du coup, la technique que moi, j'utilise, c'est que je me fixe des objectifs par trimestre. Ensuite, je me fixe des objectifs par semaine et ensuite, je me fixe des objectifs par jour. Et voilà, au fur et à mesure, je commence à faire tout ça et en même temps, je vois la progression. Je vois que tel jour, j'ai fait ça, telle semaine, j'ai fait ça. Et puis, pour le trimestre, voilà ce que j'ai accompli. Et là, je peux me dire, ouais, j'ai bossé quand même, j'ai bossé. Ok. Donc, c'est dingue, c'est dingue. Donc, c'est énorme. Donc, ce que j'ai compris, c'est que sur cette dernière partie, c'est que il y a l'opérationnalité, le quotidien du chef d'entreprise, mais finalement, dans son agenda, l'entrepreneur doit aussi programmer cette montée en compétences qui est nécessaire, étape par étape, pas vouloir tout faire du jour au lendemain, peut-être viser les compétences au moment où on sait qu'elles seront nécessaires, mais ça doit être programmé, sinon ce ne sera pas fait et ça met potentiellement une entreprise en péril parce qu'une entreprise qui ne monte pas en compétences est potentiellement une entreprise qui va disparaître dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Magnifique. Bon, on avait promis que ça allait être génial. Merci Christelle, merci Barbara. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais je pense que le courant est bien passé, donc vous allez être amenés à échanger en dehors de ce webinaire. Merci pour la qualité de vos échanges. C'était dingue, mais on le savait. On n'a pas épuisé le sujet parce que j'aurais pu en parler encore pendant des heures. Mais je pense qu'on a apporté pas mal de valeur, donc c'était l'objectif. Merci à toutes et tous qui étaient connectés aujourd'hui. Merci Christelle. Merci pour ton invitation. Voilà, c'est ça, Manuel, merci pour ton invitation. Et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère qu'on leur a vraiment apporté de la valeur. Et voilà. Je n'en doute pas. Christelle, Ok. Allez, à plus tard. Bye bye. Bye bye.